Donc ici, vieille photocouleur, c'est ce qu'on va voir maintenant, le traitement des vieilles photocouleurs. Enfin, pas nécessairement vieilles, mais en tout cas qui ont un problème qu'on appelle la dominante de couleur. C'est-à-dire que, pour une raison ou pour une autre, il y a une couleur dominante, une ambiance, un jus coloré dans la photo. C'est parfois la piètre qualité de l'éclairage, peut-être dans le cas de ceci qui a peut-être été photographié dans un musée. Peut-être que l'éclairage, c'est un musée pas terrible et il s'éclaire au tube fluorescent, ce qu'il y a de pire pour éclairer. Ceci, c'est peut-être le moment de la journée qui fait que c'est un peu fort bleuté, et ça peut être bien. Donc, il faut faire attention, une retouche, une dominante colorée, c'est parfois bien. Si vous avez un coucher de soleil, c'est normal qu'il y ait une dominante colorée orangée, il ne faut pas essayer de la supprimer. Mais bon, on va voir techniquement ce qu'on peut faire avec ces photos qui sont toutes des JPEG, oui. Bon. Vous savez quoi? Je vais vous montrer ici. Je vais fermer. Pour vous montrer ceci. Parce que systématiquement, quand j'ouvre les images, j'ai des messages qui apparaissent. Profil manquant. Que faire? Ignorer le fait que le profil est manquant. Convertir en sRGB. Convertir dans un autre profil. C'est les trois options qui sont proposées. Bon, je commence à en avoir assez de voir ces messages sur les profils manquants. Donc je vais aller dans le menu édition couleur de Photoshop. Et vous avez ici les règles de gestion des couleurs. Profil manquant, je vais décocher choix à l'ouverture. Et on va dire que il va faire une conversion en RVB. C'est-à-dire, il va convertir vers le profil qui est indiqué ici dans l'espace de travail. C'est du sRGB pour l'instant, c'est pas l'idéal, mais c'est ce que Photoshop propose au départ, on en avait parlé. Donc c'est ça en fait. Hein. Choix à l'ouverture, non. Il ne doit plus me mettre de message comme ça. En cas de profil manquant, il va convertir normalement vers le sRGB. On va voir. Voilà. Donc je vais réouvrir les images. Voilà, plus de messages. Bon, ça peut être intéressant de connaître ça. Tiens, les règles sont toujours affichées. Bon, c'est pas grave. Donc voilà les images vues en plus grand. Touche F, je passe plein écran sur le Mac. On va voir si on peut améliorer les choses. Tiens, exceptionnellement ici, si on passait au calque de réglage. On va faire ça, on va passer au calque de réglage. C'est-à-dire, plutôt que d'attaquer directement les pixels qui sont sur le calque, on va mettre un réglage de type niveau au-dessus. Donc, plutôt que d'attaquer directement les pixels, comme on l'a fait par image réglage, on va utiliser la méthode des calques de réglage qui devrait fonctionner tout aussi bien. Donc, dans le bas de la palette des calques, vous allez sur l'icône, celle-là, demander les niveaux. Sinon, calque, nouveau calque de réglage niveau, revient au même. N'y allez pas deux fois de suite parce que ça ferait deux calques de réglage niveau. Ah oui, parce que j'ai pas encore dit, mais les calques de réglage peuvent se combiner. On peut en mettre plusieurs si on veut, si c'est vraiment ce qu'on veut, on peut en mettre plusieurs l'un sur l'autre. Et les combiner. C'est parfois plus facile que d'essayer de tout faire dans le même réglage. On verra plus tard, quand on fera la correction couleur sur des paysages notamment, que plutôt que de tout essayer de faire dans le même réglage, on a intérêt
aller le plus loin possible dans un des calques de réglage et puis éventuellement en ajouter un autre par-dessus. Mais quoi qu'il en soit, ici on a un calque de réglage de type niveau au-dessus du calque d'arrière-plan. Le panneau propriété a normalement dû s'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, vous devez double-cliquer sur la partie gauche du calque ou aller dans le menu fenêtre propriété. Je vous rappelle que l'icône qu'on voit ici, elle est peut-être différente chez vous, ça dépend du système d'exploitation que vous avez, ça dépend de la taille des vignettes. Vous inquiétez pas, ça peut être autre chose, mais en tout cas, voilà, vous avez le réglage niveau. Alors, bon, il peut s'agrandir par sa case en bas à droite, mais ça n'agrandit pas l'histogramme. C'est pas génial. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est pas un problème vraiment de luminosité dans l'image, c'est plutôt un problème de dominante couleur. Il n'y a pas vraiment un problème de répartition des luminosités sur toutes les luminosités possibles. On va descendre sur chacune des couches, en fait, allez voir ce qui se passe. Couche rouge, elle a l'air d'utiliser pas mal les luminosités, sauf peut-être ici, oui. Couche verte, vous avez les raccourcis, sinon Alt 3, 4, 5. Alt 3, Alt 4, Alt 5, c'est les raccourcis. Ah oui quand même. Donc ce qui se passe, c'est que dans les couches, on remarque qu'il y a quand même les parties les plus claires qui ne sont pas utilisées, et c'est différent dans chacune des couches. À quel point elles n'utilisent pas les parties les plus claires, c'est différent. Bon, essayons de régler ça alors. Vous allez sur la couche rouge, vous déplacez le curseur ici vers la gauche, il n'y a pas le choix. Vous allez sur la couche verte, vous déplacez vers la gauche. Couche bleue aussi. Voilà. Et en regardant l'image pendant que vous faites ça, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je veux comme couleur, quelle est la couleur qui paraît la plus naturelle? Si je vais trop ici dans la couche bleue vers la gauche, l'image est bleutée. Si je vais trop vers la droite, que je remette complètement vers la droite, c'est jaunâtre. Donc la vérité se trouve entre les deux sans doute. Voilà. Là, je suis en train d'utiliser les raccourcis clavier Alt 3, Alt 4, Alt 5. Donc voilà. J'utilise les raccourcis clavier Alt 3 pour passer à la couche rouge, Alt 4 pour la verte, Alt 5 pour la bleue. Ça marche pas mal. J'utilise, quand je dis 3, 4, 5, j'utilise le pavé numérique à droite du clavier. Est-ce que... Oui, avec les chiffres sur le dessus du clavier, ça ne marche pas. C'est les chiffres du pavé numérique sur la droite du clavier. Sinon, vous y allez dans le menu. Ça marche aussi très bien. Voilà, et on bouge. Et on bouge. Ok, je... Ambiance un peu verdâtre, jaunâtre, parce que c'est quand même une ambiance de soleil. Ok, déjà là, peut-être que on est plus proche de ce que doit être la photo. Si on clique sur l'œil dans le bas de la palette niveau pour voir avec et sans. Ah, il y a quand même plus de dynamique dans la version retouchée. Vous avez la même chose si vous êtes dans la palette des calques et vous enlevez l'œil en face du calque de réglage, bien sûr. Ça fait avec ou sans le réglage. Il y a comme un voile rougeâtre qui est parti de la photo. Bon. Je suppose que vous êtes arrivé aussi à un résultat pas trop mal. Rien qu'en jouant sur les 3 couches sur le curseur blanc de droite pour indiquer que les informations qui sont là dans la couche rouge, dans ce cas-ci, doivent utiliser plus les niveaux de luminosité élevés. Dans la couche verte, les informations qui sont là doivent utiliser plus les niveaux de luminosité élevés. Et couche bleue, même chose. Plus, mais pas complètement dans ce cas-là. Sinon, ça devenait jaunâtre.
Alors, ce qui serait intéressant de faire, c'est se dire, tiens, ce réglage, il est pas mal. Je vais tenter de l'améliorer malgré tout. Donc, je vais enregistrer l'image sous format Photoshop. Il n'y a pas le choix. Dès qu'il y a un calque, l'image était JPEG quand elle est ouverte. On a mis un calque entre-temps. Il propose d'office Photoshop. J'ai sans doute diminué un peu la taille du fichier ici parce que c'est un truc à rallonge. Voilà. Et mettre un incrément. Version 1, Photoshop dans ce cas-ci. Voilà. Déjà là, dans le fichier Photoshop, le calque avec le réglage qu'on vient de faire, il y est. Dans le fichier Photoshop sur le disque dur. En plus de ça, pour pouvoir comparer par la suite, je vais dupliquer le calque de réglage en le prenant et en l'amenant sur le petit plus. Et enlever l'œil en face de l'original, c'est important. Là oui, il ne faut pas que les deux restent actifs sur l'image. Donc je vais continuer à travailler sur le duplicata. Vous voyez la logique. Je suis arrivé à un résultat qui est pas mal. Et je vais encore jouer dans le panneau propriété pour ce réglage niveau 1 copie. Pour voir si en jouant cette fois-ci sur l'autre curseur dans chacune des couches, on arrive à améliorer les choses encore plus. Donc, on vérifie, vous êtes bien avec deux réglages niveau, mais le réglage niveau 1, le premier que vous aviez fait, n'est pas affiché. Le seul qui est affiché, c'est celui qu'on est en train de modifier là, dans le panneau propriété. On va sur la couche rouge. Voyons ce qui se passe si on prend le curseur ici et qu'on le déplace. Ah, ça devient un peu trop bleu. Pas bon, je remets en place. Couche verte. Ah, ça devient magenta, pas bon. Couche bleue. Ah, ça enlève le bleu à l'arrière. Alors je sais, vous allez peut-être dire le bleu à l'arrière, mais c'est normal, c'est l'atmosphère qui ternit les montagnes qui sont très loin, et c'est normal qu'elles soient bleues, c'est comme ça dans la réalité. Ben oui, c'est comme ça dans la réalité. À voir à quel point on veut améliorer les choses, modifier. En fait, ce qui se passe, c'est que en modifiant la position ici dans la couche bleue de ce curseur-là, à un certain moment, oui, ça devient trop jaune. Mais entre les deux, entre le trop jaune ici et le pas modifié, il y a un moment où vous avez peut-être l'impression de voir un peu plus en relief la montagne. C'est-à-dire qu'on est à un niveau de luminosité, à une couleur qui permet de bien percevoir le relief, un peu comme si on y était. Et voilà, je dirais que c'est plutôt là. Donc, en ce qui concerne les curseurs noirs dans chacune des couches, rouge, vert, j'ai pas modifié parce que ça ne donnait rien de bien. Bleu, je l'ai déplacé. Alors, on pourrait enregistrer le document sous un nouveau nom. Je ne vais pas le faire ici, parce que ça prend un peu trop de temps et ça prend de la place. Ce que je vais faire, c'est ce réglage qui est finalement pas mal, le dupliquer, enlever l'œil en face de l'original qui est niveau 1 copie, niveau 1 copie, et je travaille sur niveau 1 copie 2 pour voir si je peux encore améliorer l'image, voir si je peux encore améliorer l'image avec cette fois-ci le curseur du milieu. Je vais sur la couche rouge et je vais bouger le curseur du milieu. Je sais que si je vais vers la gauche, ça va devenir rougeâtre, vers la droite, cyan. Ah. Bien.
j'obtiens peut-être quelque chose en déplaçant comme ça qui ressemble un peu plus à la couleur qu'avaient les rochers, réellement. Qui n'est pas la couleur d'origine de la photo quand on l'a ouverte, qu'ils étaient plutôt très bleus quand même, hein, si on regarde la vignette là en bas. Voilà. Couche verte, je vais tenter aussi de voir. Je sais que si je vais vers la gauche, ça va devenir verdâtre. Et de l'autre côté, ça va devenir magenta. Donc il faut positionner. Et couche bleue. Alors, ça suppose, quand on fait des retouches comme ça, très subtiles, qu'on dispose d'un écran de qualité, un écran pour graphiste, ou pour photographe, même principe, même combat. Et cet écran, on connaît la manière dont il affiche les couleurs. C'est-à-dire quand on envoie certaines valeurs RVB à l'écran, quand l'ordinateur envoie à l'écran certaines valeurs RVB, on sait qu'est-ce que l'œil voit. Cette correspondance entre toute une série de valeurs RVB envoyées au moniteur et toute une série de couleurs visibles par l'œil humain qu'on voit, c'est ce qu'on appelle une table des correspondances et c'est ni plus ni moins qu'un profil de moniteur. C'est ça un profil de moniteur, c'est savoir, c'est connaître les couleurs visibles que l'œil voit quand on envoie telle ou telle valeur RVB au moniteur. Et pour faire le profil du moniteur, rien de tel qu'une sonde colorimétrique, bien qu'il existe des techniques gratuites qui n'utilisent pas de matériel, ou au minimum, il faut avoir bien indiqué dans le réglage du moniteur quel est le profil fourni par le fabricant du moniteur. Par exemple ici, si je vais dans les préférences du moniteur, au niveau de la couleur, il y a plein de profils qui correspondent à des moniteurs. Enfin, il n'y a pas que des moniteurs, il y a aussi des appareils RVB, comme des scanners, des projecteurs. Il faut que ce soit le bon profil. Ben, c'est important de le dire, parce que si vous passez énormément de temps à corriger vos images pour avoir des bonnes couleurs, ou à créer, vous êtes créatif, vous faites des illustrations, ben si les couleurs ne sont bonnes que sur votre moniteur, c'est dommage. Le but, c'est quand même de diffuser et d'avoir des couleurs correctes ailleurs. Donc, nécessité d'avoir un bon moniteur et de connaître le profil qui décrit le mieux son comportement, quelle couleur visible il produit quand on lui envoie telle ou telle valeur RVB. Alors ici, j'ai tapé Lab Color. Lab, ça ne veut pas du tout dire laboratoire. C'est une méthode de description des couleurs qui est indépendante du matériel. Donc, quand vous parlez de RVB, c'est forcément très lié à la manière dont le matériel crée les couleurs par mélange de lumière. Quand vous parlez de CMJN, c'est fort lié à la manière dont le matériel crée les couleurs par superposition d'encre. Mais le lab, c'est indépendant du matériel et c'est la seule manière de décrire les couleurs qui décrit toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Parce qu'aucun appareil n'est capable de reproduire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Ça, il faut déjà s'en rendre compte qu'un moniteur ou le papier ne reproduit qu'une partie des couleurs visibles par l'œil humain, mais le LAB reproduit tout. Et quand je vous parlais d'un profil couleur qui décrit la manière, ce qu'on obtient comme couleur visible quand on envoie telle ou telle valeur RVB au moniteur, donc la table des correspondances entre toutes les valeurs RVB envoyées au moniteur et toutes les couleurs visibles obtenues, les couleurs visibles elles sont décrites en LAB. Voilà. C'est les couleurs que l'œil humain voit. C'est une manière de décrire
les couleurs vues par l'œil humain. Alors, quand vous achetez un moniteur, quand vous envisagez d'acheter un moniteur, il est intéressant de regarder quel est le pourcentage de l'espace couleur Adobe RGB que ce moniteur est capable d'afficher. Le Adobe RGB, c'est une norme de fabrication d'appareils plus performante que le sRGB qui, lui, décrit les appareils bas de gamme de secrétariat, des moniteurs pour faire du Word. Donc, à partir du moment où le moniteur que vous envisagez d'acheter est un moniteur de qualité pour faire autre chose que de la bureautique, pour faire du graphisme ou de la photo, il est prévu pour faire du graphisme ou de la photo, on va certainement vous parler du pourcentage de l'espace Adobe RGB couvert par ce moniteur. Donc ça peut être 90%, 100%, 130%. Ah, c'est bizarre, 130% d'un espace, mais ça veut dire que ça affiche l'espace Adobe RGB, mais encore au-delà, ça affiche des couleurs encore plus saturées. Génial. Les écrans OLED sont bons pour ça. Voilà. Et il y a quelques articles ici. Est-ce que j'ai réellement besoin d'un moniteur qui affiche 100% de l'Adobe RGB? Voilà. On pourrait aller sur des sites où on vend des moniteurs haut de gamme et voir si dans les caractéristiques ils en parlent. Voilà, ok, ici. Le meilleur écran Adobe RGB pour retouche photo, guide d'achat. Quel est le pourcentage? Enfin, il vous explique ça. Ça, je vais vous mettre éventuellement le lien dans le document qu'on utilise. Je n'ai pas lu l'article, mais à première vue, quand je le vois, il a l'air pas mal. Il a l'air d'expliquer en plus au début ce qu'est le Adobe RGB et pourquoi c'est important. Ceci dit, il y a des nouvelles normes qui sont apparues, surtout avec les appareils mobiles, les smartphones, il y a des nouvelles normes autres que le Adobe RGB. Mais ça reste une référence, quoi, le Adobe RGB, pour savoir à quel point le moniteur affiche des couleurs saturées, c'est surtout ça. Voilà, parce que c'est ça le problème, les moniteurs bas de gamme affichent des couleurs ternes, et on veut qu'il affiche des couleurs les plus saturées possibles, pour que ce soit le plus proche possible de ce que l'œil humain perçoit, qu'il affiche un maximum de ce que l'œil humain perçoit comme couleur. Ah, mais c'est certain qu'il vaut mieux un Adobe RGB qu'un sRGB. Le sRGB, c'est ce qu'il y a de pire pour faire du graphisme ou de la photo. Sauf, ça peut être utile si on fait des images uniquement pour le web. On est web designer et ça peut être intéressant de travailler sur un moniteur qui fonctionne de la même manière que les moniteurs des internautes. On n'a pas besoin que ça affiche des couleurs saturées. Au contraire, ça peut être intéressant que ça affiche des couleurs aussi mal que sur les moniteurs des internautes. Mais pour faire de la photo ou du graphisme, oui, plus vous avez de couleurs affichables sur le moniteur, mieux c'est plus facile de retoucher les photos, c'est plus agréable, on est plus créatif, même chose pour les illustrations. Voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont mal formés au logiciel Adobe Illustrator qui sert à faire des illustrations. Parce qu'Adobe Illustrator, en standard, quand on ne le modifie pas, il crée des images CMJN. Et on sait mettre très peu de couleurs dans les illustrations qu'on fait. Alors que de nos jours, quand on fait une illustration, elle est affichable, elle est imprimable, oui, comme avant, mais elle est affichable aussi sur les écrans de smartphone et écrans d'ordinateur. Et c'est important de pouvoir utiliser des couleurs vives. Il faut modifier le comportement d'Illustrator. Donc je parle de ça parce que quand je donne la formation Illustrator, c'est une des premières choses que j'explique et c'est très perturbant pour des gens qui ont été dans des écoles et qui ont utilisé Illustrator mal pendant des années. Et parfois il y a de la colère et du refus de voir la vérité en face. Pour calibrer les écrans, il y a deux types de sondes qui peuvent être achetées. C'est soit des colorimètres
soit des spectrophotomètres. Donc un colorimètre, ça perçoit pas les couleurs aussi bien que l'œil humain, mais ça permet, quand on le met devant l'écran, de mesurer, voilà, ça vient avec un logiciel qu'on installe sur l'ordinateur, un logiciel qui est lié à la sonde, je veux dire, c'est la même marque. Le logiciel affiche des couleurs et la sonde, pendant ce temps-là, regarde quelles sont les couleurs réellement montrées par le moniteur. Et ça fait le profil. Valeur RVB envoyée au moniteur, quelle est la couleur LAB qu'on obtient. Tout ça sert à créer le profil. Et c'est relativement cher. Relativement, on peut en trouver entre 100 et 200 euros. Franchement, si vous connaissez d'autres graphistes, c'est le genre de matériel qu'il faut mutualiser. Il y en a un qui achète le matériel et les autres l'utilisent. Ou alors vous vous cotisez, quoi. Voilà, si vous êtes 10 graphistes, au lieu de 180 euros, ça va coûter 18 euros, quoi. C'est parce que on l'utilise pas tous les jours, quoi. C'est le genre de matériel qu'on utilise tous les 2-3 mois pour recalibrer le moniteur. Autre type de matériel, et en fait, de plus en plus, ça se démocratise, c'est les spectrophotomètres, qui, eux, voient les couleurs mieux que l'œil humain. Mais c'est un peu plus cher. Vous serez à peu près aux alentours de, en effet, 400 euros. C'est un peu plus cher. Donc, il faut savoir que l'œil humain ne perçoit pas toutes les nuances d'une couleur. Une couleur, c'est composé de différentes longueurs d'onde. Il y a des ondes courtes, moyennes, longues, en différentes quantités. L'œil humain, il ne voit que la longueur d'onde dominante, la longueur d'onde la plus forte dans la couleur. Le spectrophotomètre, lui, il est tellement performant qu'il arrive à voir tous les détails. Et pour faire les calculs, pour créer un profil de moniteur, c'est l'idéal. Cet appareil-là qu'on voit fait profil de moniteur, de projecteur, peut-être pas celui-là. Si, quoique, il faudrait aller voir, oui. De projecteur aussi, et d'imprimante, parce qu'il est capable d'imprimer des échantillons de couleurs. Le logiciel qui vient avec imprime des échantillons de couleurs, et on les mesure. J'en ai un, c'est cette forme-là, mais c'est un modèle un peu différent, mais c'est la même marque, donc je connais bien ça. Et si ça vous intéresse, j'ai des vidéos qui expliquent le processus de création d'un profil d'imprimante ou de moniteur. On peut aussi sous-traiter, demander à quelqu'un de le faire, ce genre de choses. Voilà. Et sinon, il y a peut-être des systèmes en ligne qui permettent d'étalonner, peut-être même intégrés à l'ordinateur. Voyons un peu. Si je vais dans les préférences moniteur ici, couleur. Voilà, donc c'est là qu'on choisit le profil couleur. Oui, une chose intéressante à faire si vous n'avez pas de sonde pour mesurer votre moniteur, ce serait déjà que le fabricant vous ait fourni un profil générique qui, globalement, fonctionne pour le modèle de moniteur que vous avez acheté chez lui. Et l'installer dans l'ordinateur et l'utiliser, le préciser. Qu'on soit sur Windows ou sur Mac, il y a un endroit gestion des couleurs où on précise quel est le moniteur, quel est le profil du moniteur qu'on utilise. C'est très important parce que voilà, cette correspondance entre les valeurs RVB envoyées au moniteur et les couleurs lab réellement produites par le moniteur, c'est utilisé par Photoshop et les autres logiciels pour afficher correctement les couleurs et pour faire les conversions d'un espace couleur à l'autre. C'est grâce à ça que les couleurs, les images qu'on fait ne sont pas valables uniquement que pour le moniteur sur lequel on travaille. On peut les transférer ailleurs et les couleurs restent correctes. Alors ici, il y a un bouton étalonné qui permet, avec son œil, d'étalonner le moniteur. Il y a différentes étapes. Voilà, il y a différentes étapes, mais... Et vous avez ça sur Windows aussi. C'est le système le moins coûteux, mais le plus foireux aussi. Parce que l'œil humain sert de sonde, et l'œil humain n'est pas très bon pour voir les couleurs. En fait, il est fort influencé par l'environnement, par les couleurs environnantes. Il s'adapte énormément. Ce qui est une qualité. Ça vient de l'évolution
de nos ancêtres qui, le soir venu, devaient continuer, malgré tout, avec la faible luminosité qu'il y avait, continuer à voir l'environnement pour ne pas se faire bouffer par un tigre à dents de sabre. Donc l'œil s'adapte, il est fort influencé par tout l'environnement. C'est pas aussi objectif qu'une sonde, c'est ça. C'est pour ça que tous ces systèmes qui proposent d'étalonner en se servant de l'œil pour indiquer ce qu'on voit sur l'écran et pour faire un profil couleur de moniteur, c'est vraiment un pis-aller, quoi. Voilà, donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que je conseille pour faire le profil d'un moniteur? Je l'ai dit, donc un spectrophotomètre ou un colorimètre, c'est moins cher, mais ça fonctionne quand même. Essayez de mutualiser, puisqu'on s'en sert très peu souvent. En l'absence de sonde, le profil générique fourni sur le site du fabricant du moniteur, peut-être fourni sur un CD qui vient avec le moniteur aussi, mais le CD ça tend à disparaître, c'est de plus en plus en ligne sur des sites. L'installer, c'est déjà bien. Et on peut même essayer de l'améliorer alors ce profil générique en l'étalonnant encore mieux avec son œil grâce aux systèmes qui sont fournis dans les systèmes d'exploitation. Là voilà, ce que j'ai montré là tout à l'heure, étalonné. En gros, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est assez vaste et plutôt ennuyeux, la colorimétrie, la gestion des couleurs. Comme je le disais l'autre jour, c'est des règles de base simples, mais c'est énormément d'exceptions. Voilà. Alors, quand vous achetez un ordinateur portable avec un bon écran, en général, ça marche bien. Les problèmes, c'est quand vous commencez à mélanger des cartes graphiques d'une marque X avec un moniteur d'une marque Y. Et si c'est vous qui faites le montage du PC, par exemple, si vous connectez n'importe quoi comme marque de moniteur qui n'est pas nécessairement prévu pour la carte graphique, là aussi, ça peut générer des décalages couleurs. Tandis qu'un ordinateur portable, ils ont réglé le problème. Ils ont ajusté le moniteur intégré à la carte graphique et c'est pour ça que les couleurs peuvent être bizarrement meilleures sur un ordinateur portable ou sur un tout en un aussi. Hein. Vous voyez, les ordinateurs avec écran intégré, ordinateur pour la maison mais avec écran intégré. Donc si vous voulez trouver quelqu'un qui peut vous prêter une sonde ou alors vous amener votre matériel et il vous fait ça, je pense qu'il faudrait se diriger vers les gens qui font du color grading. Ils doivent forcément bien contrôler leur écran. Alors le color grading, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est la transformation des films. Donc maintenant, de nos jours, on filme en numérique pour les films qui passent au cinéma, à la TV, etc. On filme en numérique, en RAW. Et on fait des retouches, et c'est ça qu'on appelle le color grading. On passe par exemple de ça, qui est la version brute du film, on l'améliore là. Et puis ça amène des ambiances aussi, bien sûr, hein, on crée des ambiances. C'est pas juste une retouche pour améliorer techniquement, mais il y a vraiment une création d'ambiance avec ça vous connaissez bien, avec des films qui sont parfois très verdâtres, c'est une ambiance, c'est un type d'image pour le film, donc c'est créatif. Et donc ces personnes-là vont certainement pouvoir vous aider pour calibrer rapidement votre moniteur. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans Photoshop, il est tout à fait possible de faire du color grading. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous, tout ce qu'on est en train de faire ici sur des images fixes, on peut faire la même chose sur des images animées, puisque dans Photoshop, on peut charger un film. Il y a une fenêtre montage où vous allez pouvoir charger une vidéo et ça va apparaître sous la forme d'un calque vidéo dans la palette des calques et vous allez pouvoir mettre vos réglages par-dessus et faire votre modification des couleurs de votre film. Avec tout ce que vous avez appris, ce que vous allez apprendre sur les manipulations d'images
dans Photoshop au niveau de la retouche, transformation des couleurs, tout ça sur un film vidéo. Et ça, évidemment, ce n'est pas le logiciel idéal, c'est pas le plus rapide au niveau de l'exportation du film, du rendu. Il y a d'autres logiciels, notamment, il y en a même qui sont gratuits et qui s'en sortent très bien. L'avantage, c'est que, voilà, si vous connaissez Photoshop pour les images fixes, vous êtes paré pour le faire sur des films. Il y a même possibilité d'exporter, quand on combine, on crée plusieurs calques de réglage qui modifient le film. C'est pas le cas ici, il n'y en a qu'un seul qui modifie la photo, mais quand vous avez créé plusieurs calques de réglage qui se combinent pour donner une ambiance à l'image, vous pouvez l'exporter en tant que LUT, L-U-T, Lookup Table. Et c'est utilisable dans d'autres logiciels, c'est Lookup Table, pour modifier, par exemple dans Adobe Premiere ou dans plein d'autres logiciels, on peut utiliser ça pour modifier les films. C'est-à-dire que donc les calques de réglage de Photoshop, on en crée plusieurs, ça modifie l'image, on exporte ça au format LUT, c'est utilisable dans des logiciels de montage vidéo pour modifier l'aspect des films. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc non seulement on peut modifier les films dans Photoshop, mais on peut même exporter les réglages pour modifier ailleurs. Alors, bien sûr, les réglages, on les fait par scène, bien sûr. Hein. D'une scène à l'autre, on doit adapter un peu le réglage ou complètement le modifier, bien sûr. Hein. Donc quand je parle de modifier une vidéo, je parle de modifier une séquence vidéo. Hein. Pas tout un film de 2 heures, bien sûr. Hein. C'est des séquences de quelques secondes ou minutes. Hein. Voilà. Je pense que c'est très intéressant de savoir qu'en effet, on peut modifier. Donc, vous pourrez même essayer vous-même. Hein. Vous allez ouvrir une vidéo, vous ouvrez à un certain moment une vidéo dans Photoshop, vous verrez un calque vidéo, et vous mettez des calques de réglage par-dessus, et puis vous allez faire une exportation. Une exportation, ici, exportation... exportation rendu vidéo, voilà, et ça va vous refaire une nouvelle vidéo avec des couleurs différentes, forcément. Voilà. Et ça utilise le logiciel Adobe Media Encoder qui fait partie de la suite. Alors, juste parce que j'en ai parlé, je ne sais pas si vous connaissez ça, DaVinci Resolve. Tant que vous ne travaillez pas au-delà de la HD, je pense qu'il est gratuit. Oui. Pour tout ce qui est format vidéo HD, il est gratuit. C'est quand on veut aller plus loin, la 4K, ça va être payant, je pense. Et ça, c'est un des logiciels de modification des ambiances dans les vidéos qui est le plus connu. Donc, version gratuite pour une définition standard, 1920 pixels sur 1080. Ah oui, bien sûr, dès qu'on touche à la vidéo, il faut un ordinateur optimisé pour la vidéo. Oui, oui. Bien, je vais enregistrer l'image. Et alors, on va comparer les 3 versions qu'on a faites. Enfin, je ne sais pas si vous en avez fait 3 aussi. Version de cette image, 3 calques, mais on peut comparer. Je vais enlever la palette montage qui n'a rien à faire là. Voilà. Ok. Donc, suffit d'enlever l'œil en face d'un des histogrammes. Pas besoin d'activer par ici. Hein. Il suffit d'afficher les yeux et comparer. Voilà. Et on se dit, tiens, quelle est la meilleure version? Finalement, c'est celle du dessus, je pense, qui est en quelque sorte la dernière, en fait, hein, celle qui est l'évolution des 2 autres, puisque j'ai chaque fois dupliqué la précédente et essayé d'améliorer. Et je pense que oui, ça c'est quand même une amélioration qui me semble pas mal au niveau des couleurs. Maintenant, ça se discute. Hein. Alors, l'autre jour, ou c'était ce matin déjà, je ne sais plus, je vous ai dit que, quitte à ce qu'une image ne soit pas avec l'intensité lumineuse
idéale, imprimée avec l'intensité lumineuse idéale que vous souhaitez, il vaut mieux qu'elle soit imprimée plus sombre que l'intensité lumineuse idéale parce que la perception sera meilleure que si elle est imprimée plus claire. Autre chose à propos de l'impression, n'hésitez pas quand même à faire vos retouches un peu bleutées. Voilà. Ici, c'est pas très bleuté, mais une image telle que celle-ci ou celle-là, ça peut très bien passer en Europe parce que nous sommes habitués à la lumière du jour qui contient énormément d'ondes courtes. Voilà. Et donc, c'est une habitude quand on fait de la retouche d'image en Europe de faire des images un peu bleutées. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la lumière du jour n'est pas la même partout dans le monde. Si vous allez en Afrique, vous allez avoir une lumière du jour différente. Je ne sais pas si certains parmi vous sont déjà allés vers le bas, vers l'équateur. Vous n'avez pas une lumière aussi bleutée que ici en Europe. C'est lié à la manière dont les rayons du soleil traversent l'atmosphère avec un angle plus ou moins différent. Il y a des ondes qui sont atténuées. Et donc la lumière est moins bleutée en Afrique notamment. Donc il y a des manières de retoucher, des manières de créer même du graphisme différentes au niveau des couleurs. Voilà, voilà. C'est assez surprenant. Moi, mon épouse, je vous l'ai dit, elle est sénégalaise, donc le Sénégal, je connais bien. J'étais avec un ami photographe au Sénégal. On était vraiment impressionnés par la lumière. Et à un certain moment, on était sur une plage et il y avait des femmes qui passaient avec leur tissu très coloré. C'était incroyable la saturation de ces tissus, la couleur qu'on voyait grâce à la lumière du jour. Je dis à mon ami, voilà, tu fais une retouche de photo, tu prends cette photo et tu la mets sur un mur dans une exposition en Belgique. Avec ces couleurs-là, tu peux être certain qu'il y a des gens qui vont venir te dire que c'est un peu exagéré, qu'il faut y aller mollo sur les retouches. Alors qu'en fait, là, on voyait réellement des couleurs extraordinaires sous les yeux. C'était la réalité, quoi. Je ne sais pas si certains parmi vous ont voyagé et ont pu observer le fait que la lumière du jour n'est pas la même partout. Donc, est-ce qu'on a d'autres images à travailler? Oui. Écoutez, je vous laisse tester. Calque de réglage de type niveau. Allez voir chacune des couches. Resserrer. Voilà. Donc, avant, après, voilà. Donc, il y a comme un voile qui disparaît. Est-ce que c'est bien ou pas? À voir. Parce que l'ambiance colorée venait peut-être d'un coucher de soleil, là, je ne sais pas, et on est en train de bousiller le coucher de soleil. Alors, quelque chose que j'ai pas montré, qui est très important, c'est un peu un truc similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure. On avait modifié sur une image de la ville, on avait dupliqué le calque d'origine, on avait modifié, puis le calque modifié, on avait joué sur l'opacité pour mélanger avec le calque d'en dessous. Mais alors ce que vous pouvez faire ici, c'est ceci, sur un calque de réglage niveau, modifier l'opacité aussi. C'est comme diminuer la force du réglage. Le réglage reste le même, mais vous le dosez. Voilà, à 100% il est total, à 0% il n'est pas là du tout. Entre les deux, il y a peut-être la vérité, le réglage idéal. Très intéressant cette technique qui consiste à jouer sur l'opacité du calque de réglage pour diminuer sa force
ne fût-ce que pour voir si c'est pas plus mal avec une force un peu moins forte. Voilà. Ah oui, je peux revenir là-dessus. Et bien sûr, il n'y avait pas que les extrémités qu'on pouvait bouger, il y avait également les tons moyens. Bon, c'est la retouche rapide de photo. Voilà. Alors, photo suivante rapidement. Des niveaux. Allez sur chaque couche. Bouger. Là où on subodore qu'il y a un problème technique, c'est pas logique qu'il n'y ait aucune information sur une partie du spectre. Qui en ait peu, d'accord, mais qui en ait vraiment aucune, comme ça, on peut supposer que c'est un problème technique. Et dans ce cas-ci, à mon avis, dû à l'éclairage qui était mauvais, là où les objets étaient. Bon, qu'est-ce que j'obtiens là? Avant, après. Donc il y a comme un voile qui s'en va, c'est plus contrasté. Par contre, au niveau de la coloration, il va falloir que j'aille retravailler ça parce que voilà, c'est un peu jaunâtre. Donc jaunâtre, jaunâtre, qui dit jaunâtre dit bleu. Donc bleu, je vais aller modifier ici les tons moyens, les faire aller vers la gauche pour que ce soit un peu plus bleuté. Voilà. Et en plus, on vient justement de dire que les images un peu bleutées, c'est mieux. En Europe, on est habitué à ça. Alors, au niveau du vert, je crois pas que ça va changer grand-chose ici. Quoique si, pour le métal... Oui, peut-être que le métal un peu plus magenta, ça serait pas plus mal. Parce que c'est quand même de la fonte et je pense que c'est une couleur un peu magenta. Un peu bleu aussi, voilà. Ok. Évidemment, si c'est pour un document, un livre, où on montre des faits historiques, des outils historiques, il faut absolument respecter la vraie couleur des outils. On ne peut pas le faire à l'impression comme ça, au feeling. Ça n'est pas acceptable. Il faudrait mieux faire la retouche en ayant les outils sous les yeux. Il existe des techniques, quand on fait des photos d'objets, qui consiste à mettre une charte couleur, une charte Greytag, on appelle ça, c'est la marque, c'est suisse, à la mettre dans la scène, on photographie la scène avec la charte, et puis bien sûr on retire la charte et on fait la vraie photo, mais dans les mêmes conditions de luminosité. Et la charte va pouvoir être utilisée notamment aussi dans Lightroom. Au moment où vous faites la retouche dans Lightroom, le développement RAW, dans Lightroom aux caméras RAW, vous allez pouvoir avoir votre charte à côté de l'écran, vue avec un bon éclairage. Vous voyez la photo de la charte sur l'écran, dans Lightroom ou caméra RAW. Vous corrigez les couleurs pour que ça ressemble plus à celle de la charte. Les couleurs de la charte sur l'écran doivent ressembler le plus possible à celle de la charte qui est à côté de votre écran. Et ça, c'est une technique pour avoir les bonnes couleurs. Je vais vous montrer rapidement, si on trouve ça, une charte Greytag. Voilà, un color checker. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, là on est sur Wikipédia, je vais aller sur Wikipédia. Ça ressemble à ça. C'est des échantillons de couleurs. Quand vous faites la retouche, vous avez la même charte que celle qui a été prise dans les conditions d'éclairage au moment de la prise de vue. Vous vous en servez pour créer un réglage
que vous allez appliquer sur l'autre photo, la vraie photo, où la charte ne s'y trouve pas, évidemment. Et ça, pour être juste au niveau des couleurs, pour des documents historiques, pour montrer des pièces de musée, c'est bien. Ça peut être d'ailleurs un argument pour gagner des marchés publics, pour faire des photos pour des musées, etc. Le contrôle de la couleur. Il en existe des petites, comme celle-là. Voilà, donc les chartes comme ça, c'est surtout quand on fait de la photo de studio ou la photo en conditions d'éclairage fixe, mais on n'utilise pas de charte en général quand on fait une photo en extérieur, parce que justement la coloration de la lumière fait partie de la création de l'ambiance colorée de la photo. On n'a pas nécessairement envie de neutraliser la dominante couleur légère qu'il y a dans la photo, l'ambiance colorée. Voilà. Donc c'est surtout un outil de studio, ça, en fait. Il y a d'autres marques qui en font aussi. Il n'y a pas que Greytag, je ne suis pas là pour faire la pub de Greytag. Il y a X-Rite, c'est ce qu'on voit ici. Il y a certainement Color Spider qui en fait aussi. Donc ce qui est important, c'est de savoir que quand vous avez fait plein de photos en studio dans les mêmes conditions, grâce à la charte, vous allez pouvoir créer un réglage que vous allez pouvoir appliquer sur toutes les autres photos de la série. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Un réglage Lightroom, par exemple. Donc c'est complètement une autre histoire que les profils couleurs. C'est pas un profil couleur, c'est un réglage. Une modification des teintes dans Lightroom basée sur ce que vous avez vu dans la photo numérique et la charte réelle que vous avez à côté de l'écran. Vous faites la correspondance, vous faites en sorte que ça ressemble le plus possible. Et voilà. J'en suis arrivé à parler de ça parce qu'on parlait ici des pièces de musée et de la réalité de la reproduction des couleurs dans un bouquin qui parlerait de ça d'un point de vue historique. Parce que ici c'est un peu au feeling. Alors ce qui est bien aussi, quand vous faites des retouches de photos, c'est de les faire en série. C'est-à-dire, si vous avez 50 photos à retoucher qui montrent des choses différentes, ça va être 50 retouches différentes à faire. D'abord, première chose, vous allez pouvoir utiliser un script Photoshop qui vous mettra tout seul les calques. Quand vous ouvrirez les photos, les calques de réglage seront déjà là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, plutôt que de passer 5 minutes par photo, je retouche la première photo 5 minutes, puis je passe à la suivante 5 minutes. Essayez de faire une rotation, de passer en revue les photos et de faire chaque fois un petit réglage sur la photo. Parce que si on reste trop longtemps sur une photo, on ne voit plus les défauts. On a tendance à ne plus voir, parce que l'œil s'adapte, on a parlé de l'adaptation de l'œil à la lumière ambiante, et ce qui est une bonne chose d'un point de vue évolutif, mais l'œil n'est pas objectif pour juger réellement des qualités des couleurs, parce qu'il s'adapte. Donc voilà, je vous conseille de faire un petit réglage 30 secondes sur la première photo, puis vous passez à la suivante, vous faites le même réglage avec des valeurs différentes, bien sûr, peut-être, etc. Et arrivé à la 50e photo, redémarrez de la première, allez plus loin dans le réglage. Votre œil va moins se fatiguer, ce sera moins ennuyeux, et vous allez passer outre de ce défaut que l'œil s'adapte et a tendance à vous montrer les photos plus correctes qu'elles ne le sont. Voilà, parce que l'œil prend dans l'environnement ce qu'on appelle un blanc de référence. Vous êtes dans un environnement, il y a un éclairage. Peut-être que cet éclairage, si c'est des tubes fluorescents, il est c'est du blanc un peu verdâtre. Ou peut-être que si c'est une lampe économique, c'est un peu jaunâtre. Mais en fait, votre œil s'adapte à chaque fois.
il va considérer que c'est du blanc plutôt neutre. Ça fait partie de l'adaptation de l'œil à l'environnement. Il y a un éclairage d'une certaine coloration, il va avoir tendance à le trouver neutre. Et c'est pour ça que quand vous faites une projection de film ou de diapositive, peu importe, numérique bien sûr maintenant, quand vous faites une projection, le projecteur, il a une lumière blanche. Ah oui, quand il projette du blanc, c'est un certain blanc qui a une coloration. C'est un blanc plutôt bleu ou plutôt jaunâtre ou rougeâtre peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un certain blanc, parce qu'il existe plein de types de blanc, comme il existe plein de types de lumière du jour. Il est vraiment très déconseillé que dans la pièce où vous projetez, vous ayez une autre source de lumière blanche. Elle risque d'entrer en conflit. Si vous n'avez que le projecteur, comme dans un cinéma, c'est sombre, votre œil s'adapte et le blanc du projecteur est considéré comme étant neutre, correct, sans coloration. Mais dès que un autre éclairage apparaît, cet autre éclairage blanc, une lampe à incandescence ou un tube fluorescent, va apparaître très coloré. Mais ça, c'est pas grave. Le plus grave, c'est ce qui peut se passer, c'est que votre œil va prendre comme référence cet autre éclairage qui est à côté de votre projecteur. Il va considérer que c'est un blanc neutre. Du coup, votre projection va paraître pourrie parce qu'elle va paraître jaunâtre ou bleuâtre très fort. Vous voyez le principe? Le blanc de référence. L'œil va toujours trouver un blanc de référence. Si c'est l'éclairage blanc que vous avez mis à côté de votre projecteur, une lampe, et les spectateurs la voient, ça risque vraiment de rendre votre projection perçue comme étant mauvaise. Voilà, donc petite astuce pour ceux qui projettent. Pas de blanc de référence, voilà. C'est la même chose quand on est chez soi, les fenêtres ouvertes en journée. La télévision qu'on regarde peut paraître très bleutée, bizarrement, alors que le soir, les couleurs sont meilleures. Bizarre. C'est ce principe-là, en fait.